Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui m'écoutent en balado en ce moment, vous manquez quelque chose parce que j'ai un chien dans les mains, j'ai Caillou. Dans le fond, il est venu aujourd'hui avec mon invité du jour, Oya Sequoia, qui vient nous parler du TDAH. La gang, c'était une discussion tellement pertinente parce que on a vraiment parlé du TDAH plus que ce qu'on voit sur les médias. Donc, je pense qu'on a toute une idée préconçue de ce qu'est le TDAH, mais en gros, on sait pas réellement c'est quoi. C'est ça que Oya vient nous parler aujourd'hui, puis j'ai vraiment aimé ma rencontre. Ah, Caillou, il est comme moi, je t'aboute, là. Ça peut check, je vais te mettre sur la table, mon petit. Fait que, vas-y! Oh! En tout cas, avec la gang, écoutez, j'espère que vous aimerez l'épisode d'aujourd'hui. Puis comme d'habitude, je suis au studio Les Remarqués. Si vous aussi, vous voulez enregistrer un balado, c'est que vous voulez 100 $ de rabais, ben lors de votre location de studio, vous pouvez... Excusez. La gang, excusez, je suis trop crampée parce que Caillou, il s'est assis à côté de moi, puis il est juste tellement drôle. OK, c'est vraiment l'intro la plus messy ever, mais j'adore ça. On laisse ça comme ça. Mais comme je disais, si vous voulez avoir 100 $ de rabais sur une location de studio, ben vous pouvez venir au studio Les Remarqués et dire mon nom ou le nom du podcast. Puis ben sinon, je vous dis... Attendez. On dit-tu bonne écoute, Caillou? Je vous dis bonne écoute! Allô, Oya Sequoia. Salut, ça va bien? Ben mon Dieu, je pense que c'est la première fois que quelqu'un me le demande. Ça va super bien, toi? Oui, je suis super contente d'être ici avec toi. Hey, mais arrête, j'allais... OK, oh mon Dieu, on dirait que tu prends ma place, mais j'étais pour te dire merci d'être ici avec moi. Écoute, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet qui est quand même vraiment important. D'ailleurs, j'ai reçu tellement de courriels pour venir me parler du TDAH. Je pense que c'est un sujet qui est quand même dans le sens... d'actualité. Ça a tout le temps été d'actualité, mais je pense qu'on en parle de plus en plus. Puis je pense qu'il y a beaucoup de préjugés aussi au niveau du TDAH. Mais avant d'entrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais me faire genre une petite description de toi, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout? Moi, je suis présentement aux études au bac en enseignement primaire. Mais dans la vie, je me concentre vraiment sur mon projet TDAH au naturel. Fait que j'accompagne les gens qui ont un déficit d'attention. Je fais beaucoup de tutorat avec les enfants. Voilà, fait que la communauté en ligne TDAH au naturel, c'est principalement ce sur quoi j'y mets tout mon temps et mon énergie parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de ressources et d'outils pour les enfants, mais peu pour les adultes. Puis je pense que c'est vraiment important de démystifier le TDAH. Fait que voilà. Ben oui, puis même moi, honnêtement, je suis vraiment contente qu'on en parle parce que même moi, je sens que je peux avoir, pas des préjugés, mais c'est vrai que quand tu entends TDAH, tu associes ça beaucoup aux jeunes enfants. C'est comme moi aussi, j'ai étudié en enseignement au primaire, puis on en voit beaucoup de « Ah, cet enfant-là est TDAH, cet enfant-là est TDAH ». C'est quoi, en fait, le TDAH? Tu sais, dans le sens, y a-t-il une définition particulière? Oui. En fait, le TDAH, ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, la personne peut avoir de l'hyperactivité ou ne pas en avoir. Puis c'est important de savoir que le TDAH se manifeste différemment pour chaque individu. Il n'y a pas une personne qui va le vivre vraiment de la même façon parce qu'il y a des troubles concomitants, puis parce qu'on évolue dans des environnements différents. Fait qu'on va tous le vivre différemment. Ça va toucher principalement les fonctions exécutives, fait que tu vas avoir plus de... tu vas vivre autrement par rapport à l'attention, la concentration, la gestion des émotions, l'hypersensibilité. Fait que c'est vraiment une condition neurologique qui fait en sorte que ton cerveau fonctionne différemment. Ah, mon Dieu, je pense que c'est la première fois que j'ai une définition aussi claire sur le TDAH. Toi, dans le fond, tu as le TDAH. C'est à quel âge, en fait, que tu as été, je sais pas, diagnostiqué ou ça ressemblait à quoi ton parcours scolaire, en fait? Très tumultueux. C'était vraiment difficile, mais j'ai eu mon diagnostic quand même assez jeune. Je l'ai reçu à l'âge de 6 ans. Oh, mon Dieu! Puis, puis j'ai commencé à prendre des médicaments vers 6-7 ans. J'ai essayé plusieurs molécules parce que c'était pas la bonne. Ça prend du temps à trouver la bonne molécule. Il y a des psychostimulants. Il y a différentes molécules, il y a différents dosages. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui te convient. Puis juste le processus de faire le diagnostic, c'est quand même assez long. Ça demande...
des rapports psychologiques, il faut que tu ailles voir un neuropsy. Nous, on avait été voir plusieurs psychologues, pas juste des psychologues, mais des neuropsys aussi, puis des médecins. Fait que j'ai été accompagnée par plusieurs spécialistes. Puis ma mère, vu qu'elle était dans le système de l'éducation, ben, a commencé à avoir des questions quand même assez tôt par rapport à mes apprentissages. Tout était quand même plus difficile. Je pleurais souvent, puis elle a constaté que j'étais pas heureuse, j'étais face à plusieurs difficultés, puis elle, dans l'optique de m'aider, ben, est allée chercher un diagnostic. Ah, ça, c'est vraiment le fun, pour vrai. Qu'elle t'ait accompagnée là-dedans, dans le sens Ouais. une chance pour toi, parce que je suppose Ouais. que ça t'a quand même... Ben, tu sais, ça t'aide sûrement d'avoir un diagnostic à ce jour, tu sais. Oui et non. Ah ouais? OK, ben mon Dieu, je suis curieuse. Dis-moi pourquoi. Ouais. Souvent, les gens me disent « Hey, t'es tellement chanceuse d'avoir eu un diagnostic jeune », mais pour vrai, il y a vraiment des répercussions quand même assez négatives d'avoir un diagnostic aussi jeune. Ça fait en sorte que tôt, t'as une étiquette, que très tôt... moi, c'est comme si, à l'âge de 6 ans, tu sais, j'étais en train de découvrir qui je suis. C'est comme si l'enfant fait un portrait de lui-même. Puis là, on arrive, puis on prend un gros crayon noir, puis on barbouille, puis on dit, ben voici, toi, t'as un handicap. Mais pour le reste de ta vie, t'as l'impression que t'as quelque chose à pallier, que t'as quelque chose à cacher. Puis cette étiquette-là m'a posé plus problème que le TDAH lui-même. Ben oui, OK, ouais, je comprends. Au niveau de l'image de soi, conception de soi, on le voit que ça a vraiment un impact sur le développement des enfants. Ben oui, c'est j'en doute pas, tu sais, on dirait que ben tu sais aussi les enseignants, ils devaient être comme TDAH, tu sais. C'était comme une excuse un peu, tu sais, pour tes je sais pas tes actions, mais comment t'agissais, tu sais. Mais ça fait que tu sens que t'es toujours à part, puis des fois les profs, ils veulent faire des mesures adaptatives qui sont supposées être aidantes, mais qu'elles ne le sont pas. Ça finit par être plus des situations humiliantes pour l'enfant. Si, exemple, tu prends pas ton médicament puis t'as manqué ton examen, ben on te dit, ben là, c'est-tu parce que t'avais pas pris ton médicament? Fait que c'est comme si tes compétences personnelles sont toujours rattachées à la médication. Puis que toi-même, en tant qu'individu, ben t'arrives plus à savoir si t'as des compétences de toute façon. Tu comprends qu'est-ce que... Ben oui, mon Dieu, puis c'est plate pour un enfant si jeune de se sentir comme ça déjà. Exactement. Tu sais, parce que en tout cas, ton développement se fait différemment aussi. Ouais. Fait que là, tu as 6 ans quand tu as été comme diagnostiqué. Comment ils font pour diagnostiquer un TDAH? Parce que je suppose que TDA et TDAH, il y a quand même une grosse différence. Oui. Dans le fond, il va y avoir des questionnaires à remplir. Ce qu'ils vont aller voir, c'est si les manifestations du TDAH vont avoir des répercussions dans plusieurs sphères de ta vie. Donc, pas seulement à l'école, pas seulement à la maison, mais à l'école, à la maison, dans ta vie sociale. Fait que, tu sais, si ton manque d'attention... exemple, et seulement à la maison, ça se peut qu'il y ait d'autres facteurs. C'est vraiment important d'aller voir l'ensemble des facteurs qui peuvent impacter ton niveau d'attention, ta gestion des émotions. Est-ce que l'enfant a vécu un certain traumatisme? Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil qui peuvent impacter d'autres aspects? Fait qu'ils vont aller faire remplir un questionnaire par les parents, par l'enseignant. Les spécialistes vont remplir le questionnaire aussi. Puis, par la suite, ils en viennent à une conclusion. Fait que c'est comme ça que tu as eu ton diagnostic. Exact. Puis, à l'école, là, tu étais comme en essai de médicaments. Oui. Fait que je suppose que, tu sais, il y a sûrement eu des effets secondaires à cette médication-là. Bien, je m'endormais en classe. J'ai eu vraiment beaucoup d'effets secondaires. Je me souviens de cours où je m'endormais en classe, puis l'enseignante, elle cognait mes cahiers sur le bureau pour que je me réveille. Mais c'est le médicament qui faisait en sorte que j'avais plus de somnolence. J'ai eu des tics. Ça a été vraiment difficile au niveau des émotions. Des fois, ça faisait que j'étais comme plus impulsive. Puis moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on va chercher un diagnostic, il faut se demander qu'est-ce que je veux avoir comme aide avec ça. Est-ce que le but, c'est d'avoir de la médication, du soutien scolaire? Qu'est-ce que je veux vraiment aller chercher concrètement comme aide? Parce que sinon, il y a d'autres stratégies qu'on peut développer avant d'en arriver au diagnostic. Même si tu as un TDAH, ben, tu peux développer des stratégies autres parce qu'il faut voir aussi l'impact que le diagnostic peut avoir sur la vie en général. Je comprends. Oui. Puis, est-ce que si tu avais ben, tu sais, dans le sens à 6 ans, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si tu pouvais prendre nécessairement des décisions éclairées. Je suppose qu'à 6 ans, je me rappelle pas, mais il me semble, tu sais, si mes parents me disaient, il faut que tu prennes ce médicament-là, tu sais, tu le prends. Mm-hmm. Est-ce que toi, t'es comme... T'es-tu pas déçu, mais t'es-tu comme... j'aurais
j'aurais aimé ça pas prendre de médicaments puis apprendre à comme où la médication t'a réellement, tu sais, aidé. Ouais. Ben, je pense que dans certains aspects, tu sais, clairement, mes parents, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont été chercher de l'aide. Puis pour eux, c'était vraiment la meilleure option parce que ils voulaient vraiment m'aider. Puis, tu sais, les connaissances par rapport au déficit d'attention n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Fait que moi, j'ai pas vraiment de regrets ou d'amertume ou... Il a fallu que je passe par là, puis c'est ça qui me servit aujourd'hui. Mais je suis capable de constater quel impact ça a, puis aujourd'hui, tu sais, j'essaie de pallier à ces impacts-là. Puis c'est peut-être ce processus-là qui fait en sorte que je veux vraiment sensibiliser sur le déficit d'attention aujourd'hui, puis tu sais, de dire, ben avant d'aller vers ces alternatives-là, est-ce qu'on peut prendre conscience des impacts possibles? Vraiment. Puis, effectivement, non, j'ai pas de regrets, j'ai pas d'amertume, mais je réalise qu'il y a plein d'autres stratégies, tu sais, que j'aurais pu mettre en place pour apprendre à me faire confiance. Parce que, tu sais, même dans les écoles, on a 50% du temps supplémentaire, on a un local fermé, on peut avoir plein de mesures adaptatives, mais la journée que tu n'as pas accès à ces mesures-là, puis que tu n'as pas appris à te faire confiance, puis que tu n'as pas appris à développer tes propres stratégies, mais là, tu réalises que, crime, c'est peut-être ça que tu aurais dû faire à la place. Fait que, tu sais, les mesures adaptatives sont aidantes, mais il faut quand même aller chercher des stratégies à l'intérieur de nous pour pas en dépendre tout le temps. Je comprends. Puis là, en ce moment, tu prends encore de la médication? Non. Ah, OK. Non. Depuis quand? Ouais, Ben, ça, c'est un projet sur lequel je travaille depuis des années, l'arrêt de ma médication. J'ai fait des choix de vie vraiment différents. J'ai changé mon alimentation, j'ai changé mes habitudes de vie. J'ai vraiment développé des stratégies dans le but d'arrêter ma médication. J'ai été suivie par des spécialistes vraiment comme pour développer mes propres outils puis travailler sur ma confiance en moi, mon sentiment de compétence personnelle. Et pour lancer un projet qui s'appelle Reste avec moi. C'est un documentaire qui c'est vraiment cool. Tu m'en avais parlé un peu. Oui. C'est vraiment cool. Explique-moi. Ça s'appelle Reste avec moi 100 jours sans médicaments. Donc, pendant 100 jours, j'arrête ma médication et avec l'aide de spécialistes, je suis suivie et accompagnée, puis je documente le tout. Fait que, tu sais, je suis vraiment authentique, j'explique vraiment comment je me sens, qu'est-ce qui se passe quand nos fonctions exécutives tombent à off, comment pallier à la concentration, au manque de concentration des fois qu'on a ou à la surcharge émotive. Fait que je vais vraiment documenter puis essayer de modéliser les stratégies que je mets en place. Ah, mais c'est donc cool! Mais là, attends un peu, le 100 jours, il a déjà été comme filmé? Ou... En ce moment, je pense qu'on est comme la 30e journée. OK, fait que c'est là, en ce moment, tu as 30 jours de fête sans médication. Ouais. Comment ça se passe? Ça va bien, mais je constate que, tu sais, au niveau de la gestion de l'impulsivité, ça peut être plus difficile. OK. Fait qu'il faut comprendre que les fonctions exécutives, c'est ce qui est principalement affecté par le TDAH. Il va avoir l'inhibition, la planification, la mémoire de travail, puis la flexibilité mentale. Ça, de mémoire, c'est les principales fonctions cognitives qui vont être affectées. Fait que pour moi, ça peut être plus difficile de gérer tout ce qui est impulsivité, inhibition, réfléchir avant de faire quelque chose, être envahi par les sensations autour de moi, autant physiques qu'intérieures, fait que par des émotions. L'hypersensibilité aussi, c'est très présent. Puis la flexibilité. Ça, les gens réalisent pas à quel point que le TDAH a un impact sur nos vies, là, mais la flexibilité, ça, c'est comme notre capacité à passer d'une tâche à une autre ou de se dire, ben là, en ce moment, je vis une émotion, tu sais, je suis stressée, mais c'est quand même un beau moment, je passe à d'autres choses. Pour nous, ça peut être super difficile. Tu sais, de changer de mood, de changer d'émotion, d'essayer une stratégie puis de se dire, cette stratégie-là fonctionne pas, je vais en essayer une autre. Tu sais, tout ce qui est changement, ça demande une période d'adaptation, en fait. Mais ça, on n'en a pas conscience. On a tellement l'impression que le TDAH touche juste la concentration puis l'attention. Mais vraiment... C'est au-delà de ça. Ouais. Ben oui, parce que moi, je pensais vraiment que
le TDAH, c'est vraiment, tu sais, moi, je m'imagine, c'est comme si quelqu'un a full d'énergie tout le temps, puis qu'il n'est pas capable de se concentrer et tout. Puis en tant que tel, moi, je trouve que, tu sais, un enfant qui est comme ça, c'est pas normal, là, dans le sens que, tu sais, tous les enfants ont besoin de bouger, puis de... Tu sais, c'est normal, là, que ça leur tente pas d'écouter un cours de mathématiques pendant 1 heure, là, tu sais. OK, fait que ça t'a... Tu sais, dans le sens, au niveau de tes émotions, c'est ça qui prédomine. Ça aussi, ça peut être vraiment difficile. Ce qui arrive, c'est que pour plusieurs personnes qui ont un déficit d'attention, on va être aussi hypersensible. Ça amène plein d'avantages, plein de qualités. Ça fait en sorte que je suis ultra empathique, mais ça fait en sorte aussi que je vais ressentir les émotions des autres un peu comme si c'était les miennes. Fait que pour un enfant de, je sais pas moi, 6 ans, qui n'a pas appris à gérer ses émotions, à nommer ses émotions, il y a des adultes qui ont de la misère à le faire. Fait que imagine un enfant de cet âge-là qui se retrouve dans une classe de 21 élèves, plus l'enseignante. Il ressent toutes les émotions de tout le monde. Les lumières sont plus fortes. Les bruits, le tic d'un crayon, tu sais, tout ça, là, ça crée une surcharge cognitive. Puis à un moment donné, notre switch, elle tombe à off. Puis c'est un peu comme une surcharge électrique. C'est là qu'on va tomber dans la lune comme pour se protéger un peu. Puis là, on trouve que l'enfant, il est inattentif, il est pas concentré, mais c'est juste parce qu'il y a une surcharge. Wow. Puis la façon dont on vit nos émotions, puis le fait d'être hypersensible, ben, amène cette surcharge-là un petit peu plus rapidement que pour les autres personnes qui n'ont pas de TDAH. Ah, mais c'est super intéressant. Puis pour en revenir à ton documentaire, là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je trouve que c'est super brillant de faire ça. Puis je pense que ça peut vraiment amener une autre perspective sur le TDAH. Puis d'ailleurs, je serais curieuse de voir avec toi pourquoi on entend plus parler du TDAH maintenant qu'avant. Y a-t-il une raison pour toi qui ressort? Bien, c'est sûr que maintenant, on a accès à plus d'informations qu'avant, mais il faut savoir que le TDAH, c'est pas un phénomène nouveau. Je pense que les premiers écrits qui parlent du déficit d'attention ou d'une forme d'hyperactivité datent des années 1800, de mémoire. Fait que, c'est vraiment pas nouveau. Mais maintenant, ben, on est plus spécialisé. Fait que, on est capable de nommer un peu plus qu'est-ce qui se passe. Sauf que on n'est pas tous un peu TDAH. Et le déficit d'attention peut s'apparenter à plusieurs autres choses. Exemple, il y a le déficit d'attention vraiment neurologique, comme on est avec cette condition neurologique-là. Okay. Puis, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent amener des manifestations qui s'apparentent au TDAH. Okay. Exemple, quelqu'un qui est anxieux peut avoir de la difficulté à porter attention aux détails, mais c'est pas parce que la personne a un TDAH. La personne qui a des troubles de sommeil peut avoir de la difficulté à se concentrer aussi, peut avoir l'impression qu'elle a un brouillard dans sa tête, qu'elle est plus hyperactive parce que, il y a comme une accumulation de fatigue. Fait qu'il y a plein de facteurs dans la vie ou dans l'environnement, même des habitudes de vie qui amènent à vivre des manifestations qui s'apparentent au TDAH. Mais ça, on n'est pas vraiment conscientisé. Fait que souvent, on va rapidement aller vers « c'est un TDAH ». J'ai oublié mes clés 6 fois la semaine passée. J'ai un TDAH. Tu comprends? Fait que, tu sais, mais je pense que oui, on en entend plus parler, mais c'est quelque chose qui a quand même toujours été présent, mais qui est présent depuis vraiment plusieurs années. Oui, mais aussi, j'ai l'impression qu'on le banalise beaucoup. Oui. J'ai l'impression qu'on est comme un peu comme tu as dit, tu sais, quand on dit « Ah, je suis TDAH, là, je suis pas capable de tenir en place sur ma chaise, mettons. » C'est qu'on dirait qu'on a déjà des idées préconçues. Oui, c'est ça, des idées préconçues de ce que ça devrait être. Puis là, de ce que tu me dis, c'est bien plus que ça, là. Oui, vraiment. C'est vraiment... Puis justement, tu sais, je serais curieuse de voir avec toi ton primaire. Tu m'as dit que c'était tumultueux. Oui, c'était pas facile. Mais dans quel sens? C'est une époque que j'ai longtemps eu la difficulté à aborder sans pleurer. Tu sais, comme tu m'en parles, je suis full émotive. Mais... Vis tes émotions. Ça va aller. Puis j'aurais jamais pensé aller en enseignement primaire. Là. Pour moi, le primaire, c'était tellement une époque difficile que je me serais dit, tu sais, je m'en vais de l'école, je remets pas les pieds là. Mais c'est parce que tu le sens que t'es différent, puis tu t'en veux à toi-même de pas arriver à réussir comme les autres enfants. Fait que tu te dis, ben voyons donc, tu sais, comme, tu le prends vraiment personnel, comme si toi, en tant qu'enfant ou en tant qu'individu, ben t'es un échec parce que t'as beau passer des heures à étudier, t'arrives pas à avoir la bonne note, mais tu le sais pas à cette époque-là que
que ben quand t'es stressé, t'as pas accès à à toute l'information qu'il y a dans ton cerveau. Tu sais, il y a plein de choses que tu le sais pas, que c'est des difficultés que tu rencontres, qui sont normales, mais t'as juste l'impression que c'est toi qui fonctionne pas bien, c'est toi qui est brisé, dans le fond. Oh. Mais, fait que, tu sais, c'est pour ça que c'était difficile de réaliser que je mettais beaucoup d'efforts. Tu sais, tout mon secondaire, j'allais à des récupérations 30 minutes en mathématiques, 30 minutes en sciences sur mes heures de dîner. J'avais des cours du soir en mathématiques pendant comme 9 ans. Puis, malgré ça, je me souviens d'un examen de sciences que j'ai eu comme 24 Puis, je raconte souvent cette anecdote-là parce que à cet examen-là, j'ai eu 24 puis là, l'examen d'après, j'ai eu 48. Puis mon père était full content. Puis là, on est allé souper au resto. Puis il a dit, tu sais... Puis là, moi, j'étais triste. Puis j'ai dit, mais papa, tu sais, j'ai pas passé. Il a dit, oui, mais t'as mis l'effort. Puis t'as doublé ta note. Exact. Comme, je peux rien demander de mieux. C'est ça. Fait que maintenant, en étant dans le domaine de l'enseignement ou en accompagnant les jeunes, je mise vraiment sur l'effort, développer des compétences qui vont te permettre de persévérer, passer par-dessus ces difficultés-là, puis développer une image de toi qui est positive, comme ça, malgré les difficultés, ben, tu continues d'avancer quand même. Ben oui, tellement. Ouais. Puis, est-ce que quand tu étais au primaire, quand tu faisais tes examens, t'avais... Parce que, tu sais, tu te faisais mettre dans une classe à part, justement? Au début, ce moment-là, non. Okay. Ouais, au début, non. C'était vraiment peu présent. C'est vraiment ma mère qui a poussé pour que j'aille des ressources, là, de l'aide. Que j'aille de l'aide parce qu'il n'y en avait pas. Puis j'étais en programme international au secondaire, puis il y avait quasiment personne qui avait ça au pays. Fait que même pour les profs, tu sais, c'était comme si t'étais un cas un peu plus compliqué. Fait qu'au primaire, de mémoire, j'en avais pas. Mais on essayait plein de stratégies. Tu sais, j'avais un ballon en place d'avoir une chaise. On essayait plein de choses différentes. Un moment donné, mon enseignante, elle avait mis mon pupitre devant. Ça, c'était full gênant parce qu'il fallait que j'aille chercher des choses devant tout le monde à chaque fois. Hein? Mais, ouais, parce que on a tendance à jouer avec des objets. Ouais. Parce que ça nous aide à nous concentrer. Mm-hmm. Mais là, ma prof, elle s'était dit, ben, elle doit être distraite quand elle joue avec des choses dans son bureau. Fait que je vais mettre son pupitre devant la classe. Mais là, moi, chaque fois que je voulais un crayon ou une efface, il fallait que j'aille la chercher. Puis là, les autres élèves se rendaient encore plus compte, tu sais, que j'étais différente. Ben ouais. C'est ça. Fait que c'était plus humiliant qu'autre chose. Mais tu sais, je sais qu'il y a plein de profs qui ont essayé différentes stratégies. Puis, voilà. Ben, mon Dieu. Mais c'est épouvantable, mais en même temps, tu sais... En même temps, c'est ça qui est difficile de comme en vouloir aux profs parce que ils savaient pas. Exact. T'sais, là, en ce moment, tu es étudiant en enseignement primaire. Ouais. Je sais que tu as tous tes beaux projets comme à côté, puis je te souhaite vraiment le meilleur là-dedans. Est-ce que c'est un peu pour ça aussi que tu vas en enseignement primaire? C'est-tu comme pour faire vivre... comment je pourrais dire ça? Ben, adapter, en fait, ton enseignement à ceux de tes élèves sans les mettre nécessairement dans des petites cases, sans les rejeter, si on veut, comme toi, tu as vécu dans ton expérience personnelle. Oui, nécessairement. Tu sais, j'ai réalisé... En fait, c'est un enfant que j'ai accompagné en tutorat qui m'a fait réaliser que je voulais aller en enseignement parce que ma famille au complet était dans le milieu de l'enseignement puis je me suis tout le temps dit non, moi, je ferais pas comme tout le monde. Puis finalement, tu sais, j'ai travaillé avec un élève que j'ai accompagné pendant 1 an. Puis au début, tu sais, il y avait des 10 puis à la fin, il a super bien passé ses mathématiques. Fait que là, je me suis dit, tu sais, quand on travaille sur le sentiment de compétence, la relation enseignant-élève, qu'on mise plus sur le positif, la persévérance, fixer des objectifs aux enfants, ben il arrive à se dépasser, puis on arrive à accomplir vraiment de grandes choses, même dans le milieu scolaire. Fait que c'est un peu ça qui m'a motivée. Puis de faire différemment. Oui, mais je trouve ça tellement nice que tu fasses ça. Parce que, tu sais, toi, tu l'as vécu toute ta jeunesse, puis tu le vis encore aujourd'hui parce que c'est pas parce que tu avais le TDAH quand tu étais jeune que tu l'as pu en ce moment. Non, je pensais que c'était ça qui arrivait. Comme moi, je pensais. Mais oui, naïvement, là. Ma naïveté est tellement pure. Moi, plus jeune, je pensais comme que, rendu à 18 ans ou à l'âge adulte, je pensais que j'allais arrêter d'avoir des défis par rapport au TDAH. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Puis c'est quoi, mettons, en ce moment, tu es à l'âge adulte, c'est quoi les défis qu'on peut pas s'imaginer d'un TDAH à l'âge adulte? Ben juste au niveau professionnel, tu sais, on peut avoir la difficulté à fitter dans un cadre professionnel régulier. La gestion des finances, pour quelqu'un qui a un TDAH, c'est plus difficile parce qu'on a de la difficulté avec l'impulsivité, le sentiment de gratification instantanée. C'est toutes des choses qu'on n'a pas conscience qui sont impactées par notre déficit d'attention, mais
qui le sont, en fait. Donc, sinon, au niveau relationnel, des fois, de se retrouver dans des endroits où il y a plein de gens, ça peut être vraiment lourd énergétiquement. Tu sais, on peut sortir de là, avoir plus d'énergie parce qu'il y a beaucoup de bruit, on entend parler fort. Fait que, tu sais, il y a plein d'aspects comme ça qu'on réalise pas ou juste faire une rencontre au travail. C'est stressant. Est-ce que c'est justement, tu sais, le trouble de le TDAH, là, est-ce que il t'a amené de l'anxiété ou tu dirais que c'est deux troubles qui sont connexes ensemble? Souvent, c'est connexe. Tu sais, c'est difficile de savoir quel qui arrive avant l'autre. OK. Comme j'ai dit tantôt, des fois, il y a des gens qui font de l'anxiété puis qui c'est pris par du TDAH. Fait que c'est vraiment important de consulter puis de gérer vraiment l'anxiété avant d'aller voir pour le TDAH. Mais moi, je pense que l'anxiété est venue un peu avec mes défis scolaires. Fait que, tu sais, le sentiment de pas y arriver, mais dans les dernières années, j'ai vraiment appris à bien gérer mon anxiété. Vraiment, vraiment plus qu'avant, là. Mais, je ne saurais dire qui est arrivé avant qui. Ouais, non, mais je comprends 100%. Est-ce que tu trouves qu'en 2022, trouves-tu qu'on a le diagnostic TDAH facile ou c'est juste à cause qu'on est plus conscient que le TDAH existe qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se font diagnostiquer? Je pense que le diagnostic vient quand même assez rapidement. C'est ça. Il faut savoir que des fois, les parents qui se retrouvent soit devant un enseignant ou devant un médecin ou un autre spécialiste, ils ont envie d'avoir des solutions. Puis des fois, ils ont comme l'impression que la solution, c'est la médication, c'est le diagnostic, que des fois, il y a certains enseignants qui vont dire « ben moi, pour apporter de l'aide à ton enfant, il faut que j'aie un diagnostic », ce qui est faux. Parce que théoriquement, l'école devrait aider au niveau des manifestations et non par rapport au diagnostic. Fait qu'exemple, si un enfant a de la difficulté avec son attention, qu'il y a plusieurs difficultés scolaires qui rentrent en ligne de compte, mais on devrait quand même apporter de l'aide, même s'il n'y a pas de diagnostic. Ben oui, 100%. Mais c'est pas le message qu'on a tout le temps. Fait que là, on dirait que ça pousse un peu vers le diagnostic du TDAH. Puis il y a plein d'adultes qui rencontrent des difficultés puis qui se disent « Ah, ben je vais aller chercher un diagnostic, je vais avoir plus d'aide. » Mais tu peux quand même aller chercher de l'aide, essayer de comprendre ton propre fonctionnement avant d'aller chercher le diagnostic, tu sais, même si t'es un adulte. Puis des fois, là, c'est comme plus facile d'aller chercher le diagnostic parce que ça vient avec un soulagement. Ouais. Ça vient excuser certaines difficultés. Ça vient expliquer, en fait, certaines difficultés. Pas les excuser, mais ça vient vraiment expliquer les défis qu'on a rencontrés. Puis on se dit comme, ah, tu sais, ça fait du bien, je sais que j'ai un TDAH. Mais après, il faut vivre avec l'étiquette qui vient avec ça. Fait qu'il faut... Je dis tout le temps aux gens, tu sais, si tu as un diagnostic à l'âge adulte, tu le reçois, tu te sens mieux, tu te sens compris, mais après, oublie le diagnostic puis cherche à te comprendre toi sans te laisser définir par ce diagnostic-là. Ouais, mais c'est super difficile à faire. Ben oui, non, mais j'en doute pas. Est-ce que le TDAH, dans le fond, parce que là, tu as dit que oui, là, les gens essayent de chercher des réponses et tout, mais il peut être quand même décelé à l'âge adulte, si je comprends bien ou pas. Oui. Par contre, il faut, pour que, tu sais, si c'est un TDAH neurologique, tu vas vraiment avoir expérimenté certaines manifestations dès l'enfance. OK. Puis le développement du cerveau se fait quand même pendant plusieurs années. Tu sais, notre cerveau finit de se développer assez tard. Ouais. Fait que ça se peut que... que ce soit en lien avec le développement du cerveau. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais oui, tu peux ne jamais avoir été diagnostiqué dans l'enfance puis recevoir un diagnostic à l'âge adulte. C'est possible. Mais il faut vraiment que tu aies eu des manifestations à l'enfance puis durant l'adolescence aussi. OK, je comprends. Pas comme depuis 6 mois, je suis distraite. Là. Non, c'est ça. C'est comme pas... Ça vient pas juste avec, comme tu as dit, un manque de concentration une fois de temps en temps. Je pense que on est tous humains. Je pense que ça nous arrive tous. Indulgent envers soi-même aussi. Des fois, on vit des périodes difficiles puis on manque un peu, je trouve, d'indulgence, de bienveillance envers soi. Puis on se dit, OK, automatiquement, je dois avoir telle chose, mais comme, non, t'es peut-être juste humaine puis t'as peut-être juste besoin de slacker un peu. Exactement, tellement. Puis est-ce qu'il y a des ressources pour le TDAH ou pas vraiment? Ouais, c'est ça. Ben, il y a TDAH au naturel. Ben oui, non, mais à part toi, évidemment, là, parce que toi, c'est vraiment ta plateforme. La gang, je vais le mettre en barre d'infos, mais sa plateforme est vraiment nice. J'étais allée jeter un œil, puis ben, je te suis. Oui. Puis j'aime vraiment ce que tu fais. Je trouve que ça
Ça doit tellement aider les jeunes, là. J'essaie, mais surtout les adultes. Oui, mais les adultes aussi, oui. ouais. Hey, avez-vous vu? J'ai une idée préconçue encore, j'ai dit les jeunes. Mais c'est quoi ta question, ça? Écoute, même moi, là, je suis comme... Ah oui, les ressources. Oui, c'est ça, Ben, les il y en ressources. a quelques-unes. Puis, tu sais, moi, j'ai collaboré avec plusieurs organismes à but non lucratif qui avaient pour but d'aider les gens qui ont un déficit d'attention. Wow. Il y en a peu pour les adultes. Vraiment, comme moi, j'en connais pas beaucoup. En tout cas, au Québec, j'en connais pas vraiment. Pour les jeunes, il y en a quelques-unes, mais moi, je me suis dissociée volontairement parce que souvent, on allait faire référence au TDAH comme étant un handicap, un problème. Fait que déjà, à partir de là, je me suis dit, tu sais, comme, oui, il y a ces ressources-là, mais des fois, sont pro-médication, puis t'as même pas vu d'autres stratégies, t'as même pas vraiment eu d'accompagnement, tu sais, tu comprends? Fait que c'est tellement important de choisir quelqu'un qui t'aide, qui t'accompagne, puis qui va te laisser te comprendre un peu toi-même avant de te dire voici tel problème, telle problématique. Vraiment. Ouais. C'est vraiment clair. Tu parles vraiment bien en passant. T'es vraiment T'es gentil. Vraiment très au courant. C'est ma passion. Là, mais c'est vraiment le fun pour vrai. J'en parle constamment. J'ai une question parce que tu parlais que la gestion des émotions, ça pouvait être compliqué, l'hypersensibilité, l'impulsivité. Je me doute que ça a peut-être dû affecter tes relations. Est-ce que ça l'a affecté tes relations? Oh, oui. Ou pas vraiment? Oui. Il y a quelque chose que j'ai découvert qui avait un lien avec le TDAH. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'est le sentiment d'une hypersensibilité au rejet. Fait que les gens qui ont un déficit d'attention, souvent, on va être hypersensible à la sensation de rejet, puis on va avoir tendance à se rejeter nous-mêmes. Fait que si on n'en prend pas conscience, on peut avoir l'impression de toujours vivre dans un état de comme... Tu sais, de suffoquer, de peur que la personne s'en aille, que la personne t'abandonne. Tu comprends? Fait que moi, j'ai vraiment appris récemment à être là pour moi, à regarder cette difficulté-là, puis à dire, OK, c'est correct, ça fait partie de moi. Je choisis de faire confiance, puis je continue d'avancer. Mais dans cette optique-là, la peur du rejet a été quelque chose, je pense, qui a affecté vraiment mes relations. Bien, c'est sûr. C'est comme si tu faisais de l'autodestruction, si on veut, envers toi-même. Parce que toute ta vie, ben, tu sais, là, en passant, je t'écoute parler, mais c'est comme si toute ta vie, t'as tellement été mis, genre, dans une case. Ah, elle a le TDAH, que là, t'es comment, ben, tu sais, si toute ma vie, j'ai été mis à part, pourquoi là, je le serais pas, tu sais. Ouais, c'est comme, je sais pas, tu sais, c'est comme, je trouve, dans le sens, je trouve ça plate que, comme, t'aies vécu, tu sais, cette étiquette-là. En fait, je trouve ça plate que l'étiquette t'a fait sentir comme ça. Parce que, tu sais, au contraire, comme tu dis, tu sais, oui, ça devient soulageant, mais quand tu étais enfant, c'était pas soulageant pour toi d'avoir ça, tu sais. C'est soulageant surtout pour les proches qui sont finalement capables d'expliquer les difficultés de leur enfant ou d'une élève. Ou c'est le fun d'être capable de nommer les choses, d'expliquer, mais des fois, c'est ça, c'est plus... on se sent un peu encabané, on se sent pris, on a l'impression de sortir de ça. Alors que quand tu prends le temps là, de vraiment faire table rase de toutes les idées préconçues que tu as du TDAH, puis de dire, OK, moi, c'est ça que j'ai fait, je me suis dit, parfait. Est-ce que cette idée-là préconçue du TDAH, est-ce que c'est vrai que je suis incapable de me concentrer? Puis je les ai toutes pris une après l'autre, puis je me suis dit, OK, je vais aller les voir, puis finalement, ben c'est pas vraiment ça. Tu sais, je suis pas incapable de me concentrer. Les gens qui ont un déficit d'attention sont surchargés de stimuli, puis ont de la difficulté à choisir sur lequel porter leur attention. Mais c'est pas une incapacité à se concentrer. 100%. Est-ce que... tu sais, on se fait souvent dire, ben, t'es trop dramatique. Est-ce que je suis trop dramatique ou je suis hyper sensible? C'est pas la même chose. Fait que là, ça vient valider les émotions que tu vis, puis là, tu commences à construire ta propre image de toi, puis tu te dis, ben voyons, tu sais, finalement, c'est pas vraiment le TDAH. Le problème, c'est plus l'idée qu'on s'en fait, puis les étiquettes qui l'accompagnent. Wow! Que, tellement bien dit. J'aime ça. Tu me parlais aussi de technologie. Est-ce que la technologie, tu sais, parce qu'on va se dire qu'il y a de plus en plus de... Ben, tu sais, veux pas, il y a les stimuli que tu regardes sur ton cellulaire. Est-ce que ça a-tu un réel impact sur le TDAH ou ça n'en a aucunement? Sur les diagnostics, tu veux dire, ou sur les manifestations? Sur les manifestations. OK. Moi, je dirais que c'est pas la technologie qui a amené le TDAH, premièrement, mais
la technologie peut avoir un impact sur tes manifestations du TDAH, comme la technologie va avoir un impact sur ta capacité d'attention. Si, exemple, tu joues à des jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin, ben là, ça se peut que tu sois inattentif ou inattentive le lendemain matin. Tu comprends? Fait que oui, il y a un impact, mais comme il va avoir un impact sur les gens qui sont neurotypiques. OK, je comprends. Puis, dans ta vie, là, dans ta jeunesse, autant, ben là, à l'âge adulte, maintenant, vu que tu fais du tutorat, tu rencontres d'autres gens qui ont le TDAH. Mais quand tu étais plus jeune, tu connaissais-tu d'autres gens qui étaient comme toi ou que tu pouvais te confier ou te rassurer? Ouais. Ou pas vraiment? Mais on les connaissait un peu de loin, tu sais, comme stéréotype un peu, le gars qui était turbulent, ben il y avait l'étiquette aussi, là, tu sais, on avait le même étiquette, mais on n'était pas nécessairement amis ou c'est pas des gens avec qui je m'identifiais. Les personnes avec qui j'étais proche, j'étais tout le temps un petit peu plus outsider, j'étais tout le temps la personne qui était un peu à côté, hors norme. Fait que non, j'avais pas... J'ai eu une orthopédagogue qui s'appelle Danielle, qui m'a suivie pendant 9 ans, qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, qui a été là pour m'aider à développer des stratégies de planification vraiment au-delà de juste comprendre les maths. Fait qu'elle m'a beaucoup aidée dans l'accompagnement, mais tu sais, pas vraiment des jeunes de mon âge. OK, je comprends. Puis justement, je serais curieuse d'avoir ton pouls par rapport à notre système scolaire. Est-ce que tu veux en parler ou... Mais dans le sens, est-ce que, mettons que tu pouvais apporter des changements, t'sais, mettons qu'on y va dans le côté positif, dans le côté de l'avenir, y a-t-il quelque chose, tu penses, que le système scolaire pourrait faire pour améliorer sa compréhension face au TDAH, ou même pas juste au TDAH, mais, tu sais... Aux conditions neurologiques. Oui, exactement, parce que, tu sais, chaque enfant apprend d'une façon différente, tu sais. C'est comme... C'est pas vrai si t'as pas 90, t'es pas intelligente, tu comprends? C'est comme t'es intelligente dans d'autres choses, puis t'as autre chose pour toi, tu sais. Puis peut-être que juste la façon dont la matière a été partagée, c'était pas pour toi. Ouais. Fait que vraiment, là, moi, je mise beaucoup sur la relation avec l'élève. Essayer de bâtir un lien de confiance, essayer d'apprendre à connaître l'élève. Tu sais, des fois, là, l'élève, il arrive dans notre classe, on a entendu parler par les autres profs, on a comme une idée préconçue. Bien, essayer de te faire ta propre idée, puis de dire, bon, ben, je vais apprendre à le connaître. Ouais. Puis lui, qu'est-ce qu'il aime, cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il a envie qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il a envie qu'on parle? J'ai eu un élève qui était dans une de mes classes, puis on m'a dit, tu vas voir, fais attention, il peut avoir un tempérament violent, il peut aller te chercher. Puis quand moi, je vais toujours vers l'élève, je me présente, je lui demande comment il va. Des fois, il me répond pas, puis c'est correct. Ben oui. Puis un moment donné, je suis allée le voir, puis je dis, ben, est-ce que tu veux faire est-ce que tu veux m'expliquer le numéro de mathématiques? T'sais, au lieu de lui dire, ben là, fais ton numéro. Fait que là, je lui dis, est-ce que tu veux me l'expliquer? Puis là, il a commencé à vouloir me l'expliquer, puis là, il a pris son crayon, puis il s'en allait barbouiller ma main. Parce que, comme, il savait que probablement que des adultes vont avoir une réaction d'habitude. Négative. Ouais. Exact. Fait que là, moi, j'ai comme arrêté sa main, puis j'ai dit, sais-tu quoi? J'aimerais vraiment ça que tu me fasses un dessin sur mon bras tantôt. Puis là, le petit gars, il était comme... Ben moi, je m'attendais à ce que tu sois fâché. Fait que là, il a juste figé. Puis j'ai dit, fait explique-moi le numéro de mathématiques que tu allais m'expliquer. Puis après, ben tu me feras un dessin sur ma main. Puis le reste de la journée, on a comme développé un code. Mais quand il commençait à être stressé, il venait me voir. Puis il faisait juste comme un petit dessin dans ma main. Puis tu sais, vraiment, là, travailler sur la relation, d'essayer de pas étiqueter, Puis je sais que c'est difficile, là, je sais que... Mais vraiment travailler sur les manifestations, mais quelles sont les difficultés de l'enfant avant de dire qu'il y a un TDAH, parce qu'on peut pas s'imaginer les répercussions que ça a dans son concept de lui-même, dans son image. Fait que quand je dis travailler sur les manifestations, c'est ce que j'expliquais un peu tantôt. Tu sais, si il y a de la difficulté à se concentrer, ben, tu sais, ça vient d'où? Est-ce que c'est une difficulté de langage? Est-ce que c'est une situation familiale? Fait que, ouais, de prendre le temps d'aller voir. C'est ça, de prendre le temps de le comprendre aussi, tu sais. Mais c'est vrai que ça doit être tough, tu sais, parce que les enseignants, ils ont comme, je pense, il y a 20 élèves environ, tu sais, dans la classe. Hey, ça devient... En tout cas, j'espère que dans le futur, tu sais, il va y avoir des avancées qui vont se faire, ou juste, tu sais, quand tu prends tes formations dans le bac, tu sais. Ouais, on n'a pas beaucoup d'informations. Non, tu sais. Puis, ben là, il y a de plus en plus de classes... pas mobiles, mais des classes avec, comme tu disais, tes petits ballons, tu penses que ça aide, justement? Moi, je pense que
oui, tu sais, chaque groupe est différent, chaque groupe a des besoins différents, fait qu'il faut y aller avec la réalité de la classe. Mais je pense que oui, tu sais, que les enfants aient plus de liberté, puis quand on leur donne des choix, qu'on prend le temps de leur demander c'est quoi qui t'aiderait, tu sais, souvent leur raisonnement est quand même assez clair, assez juste. Fait que oui, je pense que c'est une bonne stratégie, là, les classes flexibles. Oui, c'est ça. Parce que, ben, ça n'existait pas dans le temps que moi, j'étudiais là-dedans. Je dis ça comme si j'avais 50 ans. Mais ça me semble que c'était vraiment pas quelque chose. C'était moins populaire. Non, puis je me rappelle tellement d'une situation, puis on dirait, je veux t'en parler, tu sais, j'aime pas ça trop parler de moi durant le podcast, mais c'est une situation qui m'est arrivée dans le temps que j'étudiais en enseignement, puis j'étais avec mon enseignante associée, puis je me rappelle d'un élève, il avait oublié de sortir son crayon puis sa collation sur son bureau. Puis là, l'enseignante s'était choquée, était comme, ben si t'as pas sorti ta collation, tu peux pas la manger. Moi, ça, on dirait que ça m'avait tellement fait de peine pour l'élève parce que là, tu sais, j'étais avec toi, puis tu sais, toi, mettons, ça répète, toi, là, qui est plus jeune, tu sais, t'oublies de sortir ta collation. Ben oui, parce que t'as eu, mettons, le matin, t'as manqué l'autobus. Puis là, ça, c'est dans ta tête depuis un matin. Puis là, t'as ton lacet qui est détaché, tu sais. Fait que ça, pour ça, moi, j'ai trouvé ça rough, tu sais. Moi, je pense que les enseignants, des fois, puis on salue les enseignants, vous faites tellement du bon travail, là, je tiens juste à le dire, là. C'est juste que je pense que des fois... ça manque de compréhension. Mais en enseignement, il faut avoir du recul par rapport à nos propres émotions. Puis, je comprends que des fois, ça peut prendre le dessus. Mais voilà, fait que... Ouais. Puis, hey, je pense que je t'ai même pas demandé cette question-là. Pourquoi t'as décidé... Parce que là, oui, tu fais un documentaire, mais pourquoi t'as décidé d'arrêter la médication? Ben oui, je vais t'expliquer. Mais ça me fait super plaisir. En fait... Il y a une journée où je m'en allais faire mon examen d'arithmétique à l'université. Okay. Puis, en allant à mon examen, je conduisais, un petit peu anxieuse. Puis là, j'ai réalisé que j'avais oublié de prendre mon médicament. Fait que là, je conduis, puis j'ai le dilemme dans ma tête de est-ce que je manque 30 minutes d'examen, puis moi, j'ai vraiment besoin de mon temps supplémentaire parce que ça me prend une quantité incroyable de temps pour faire un examen de mathématiques. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je manque 30 minutes, puis je vais à mon examen avec ma médication parce que je retourne chez moi la chercher puis je reviens. Ou je prends tout mon temps, je me fais confiance, j'ai étudié depuis des semaines pour faire cet examen-là puis j'y vais. Mais j'ai réalisé que j'avais pas confiance en mes capacités. Je me suis dit, moi, je suis incapable de conceptualiser que je peux passer un examen sans médicament. Ça n'a pas de sens. Puis là, je me suis dit, mais voyons donc. Tu sais, mes compétences s'en vont pas quand je prends pas ma médication, là. Ben non. Fait que j'ai vraiment réalisé l'importance de réapprendre à me connaître, de me réapproprier mon identité, puis de vraiment, là, pour être capable de concevoir comment je suis, comment je fonctionne au naturel, puis de me dire exactement puis de vivre, tu sais, je me suis dit, moi, je suis prête à le vivre, les pleurs, les larmes, l'impulsivité, le poids qui vient, parce que tu prends du poids aussi souvent quand tu arrêtes de prendre un psychostimulant. Puis même si c'est ultra difficile, il a fallu que j'avais envie d'accepter de vivre ces défis-là, puis de me dire, OK, c'est correct parce que je veux me réapproprier qui je suis, puis reprendre confiance en mes compétences. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, je vais arrêter de prendre mon médicament. Puis si je le reprends plus tard, mais c'est pas grave. Mais au moins, je n'en dépends plus. Ça, c'est important. Fait que mon point, là, c'est pas de voir est-ce que je suis pour ou contre la médication parce que chaque situation est différente. Puis que ça peut vraiment aider quelqu'un à développer des stratégies. Mais pour moi, j'avais développé la force puis le courage nécessaire pour fonctionner sans, mais je voulais appliquer les stratégies que j'ai apprises dans les dernières années. Puis je me suis quand même donné plusieurs années pour arriver à ce moment-là d'arrêt de prise de médication. Fait que c'est ça, c'est pas pour ou contre, c'est d'être capable de voir de quoi est-ce que toi t'as besoin. Puis de t'éloigner de l'idée des gens de « Ah ben là, comme tu me tapes ses nerfs, là, tu devrais prendre un médicament parce que ça, je l'ai déjà eu. » Ah ouais. T'sais, notre relation irait mieux si tu irais chercher une médication. Mais maintenant, je suis capable d'avoir le recul de me dire non, en ce moment, c'est pas ça que j'ai besoin. Ou à l'inverse, tu te dis, ben regarde-moi en ce moment, là, je pense que ça devrait m'aider. Puis si t'as quelqu'un qui dit, ben là, voyons donc, nanana, de voir ton idée à toi. Puis là, quand je dis de choisir d'en prendre, de ne pas en prendre, je dis pas d'en prendre une journée puis de pas en prendre une autre. Parce que ça, c'est vraiment pas aidant. Mais non, il faut consulter un médecin, exact. Là, évidemment. C'est vraiment d'avoir un suivi médical. Puis je parle de période de ta vie.
Fait que, tu sais, ça se peut que pendant une période de ta vie, tu finis l'université ou que tu as des gros défis, que là, tu réalises que tu en as besoin et c'est correct. Mais au moins, tu le sais que si une journée, tu l'oublies, ben tu as tes propres ressources. Mais tu te laisses pas que tu vas définir être par ta capable. médication. Exact. Là, tu sais. Ce qui est difficile quand tu l'as commencé aussi jeune. Exactement. Puis ta médication, quand tu l'as arrêtée, as-tu eu des symptômes de sevrage ou ça vient Oui. pas? Ouais, C'est des trucs vraiment spéciaux que j'ai parlé à des spécialistes, puis il y a des sujets que les spécialistes n'avaient pas de réponse. Oh my God. Comme s'il y a des médecins qui nous écoutent et qui ont des réponses, ça serait vraiment aidant. Ah ouais, vraiment. Mais, tu sais, j'ai appris à pallier avec ça en allant chercher beaucoup de suppléments, en changeant mon alimentation. Mais au départ, quand je prenais pas mon médicament, j'avais mal aux jambes. Ah, OK, ouais. Du début, tu sais, mettons, des hanches jusqu'au bas des jambes, j'avais les jambes lourdes, j'avais mal aux jambes, là. Puis j'étais couchée, puis mes jambes me faisaient atrocement mal. Puis, tu sais, j'ai aucune explication pour ça, là. Mais voyons donc. J'en ai pas. Mais là, maintenant, t'es correct. Oui, mais tu sais, j'ai trouvé des solutions. Il faut que je marche beaucoup, que je bois beaucoup d'eau. Il y a certains aliments que je mange, puis tu sais, ça fait que je me sens pas bien. Wow. Puis les premières journées, peu importe ce que je mangeais, j'étais gonflée. C'est comme si ma digestion, elle fonctionnait différemment. Tu sais, il a vraiment fallu que je sois indulgente avec mon corps puis avec moi-même. Quand je suis fatiguée ou quand j'ai été dans un état de stress, mais j'ai plus de la difficulté au niveau des fonctions exécutives, fait qu'il faut que j'apprenne à prendre du recul avant que j'aie une surcharge émotive. Ouais. Parce que souvent, on arrive dans une genre de spirale d'anxiété. C'est qu'on a comme l'impression qu'on n'est plus capable de répondre de la même façon qu'on voudrait avec des émotions plus calmes, plus posées, plus subjectives. Mais c'est juste parce qu'on est épuisé. Puis j'ai vraiment appris à prendre le recul avant que ça l'arrive, au lieu de me mettre dans une situation où j'étais exténuée. Puis, ouais. Fait que tu fais bien. aussi, dans les premières journées, j'ai dormi vraiment beaucoup. Je dormais beaucoup. Mais c'est ça qu'il y a de quoi que j'ai jamais compris, c'est que pourquoi on donne des... Genre, moi, je comprends pas. Je suis sûre que je sais où ce que tu t'en vas. Mais pourquoi on donne des psychostimulants à des gens qui sont TDAH? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est comme, me semble... Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a une réponse scientifique... Ben, je suis pas scientifique, puis je suis pas médecin, mais ce que je peux te dire... On le sait, mais comme... c'est que ça crée comme un tunnel, puis ça fait en sorte que tu vas arriver à être plus hyper focus. Là, on parle vraiment du psychostimulant. Moi, ce que ça l'a fait dans ma situation, c'est que j'arrivais à être un peu plus focus sur certains éléments. Mais encore là, il fallait que ce soit sur les bonnes choses. Tu sais, ça veut pas dire que parce que je prends un psychostimulant, que j'étais nécessairement plus concentrée sur les bonnes choses. Des fois, ça faisait de l'hyper-focus, mais vraiment pas sur la bonne affaire. Ouais, fait qu'il faut quand même que tu aies des stratégies pour te dire, OK, non, lâche prise, là, lâche le morceau. Mais c'est ça, ça crée comme un genre de tunnel de concentration. Mais moi, je constatais que ça faisait en sorte que j'étais un petit peu plus spooky. Tu sais, j'étais plus sénère, à vif. Puis j'avais des réactions qui n'étaient pas vraiment... Moi, je suis ultra aimante, tu sais, comme... Ben oui, ça paraît. Ça paraît. J'aime ça être chaleureuse. Plus sur ma médication, je me sentais un peu coupée de mes émotions, plus froide, comme si j'étais dans un bocal puis que j'avais pas accès à mes sensations. Fait que, voilà. Je comprends. Mais ça fait du sens. Scientifiquement, je sais pas comment l'expliquer. Mais si, ben non, mais tu me l'as très bien expliqué, en fait, là. Si, par exemple, t'as moins accès à de l'information ou à tes émotions, mais c'est moins distrayant. Tu comprends? T'es moins... Ouais. Moi, je ressentais moins la fatigue, je ressentais moins la faim. Fait que ça me nécessitait moins d'efforts dans mon organisation de vie pour être concentrée. Tandis que là, il me faut une routine le soir, le matin. Il faut que j'apprenne à gérer mes émotions. Tu sais, ça demande beaucoup de stratégie, de structure, puis de flexibilité aussi pour être capable de changer ces structures-là selon tes besoins, puis de connaissance de soi. Ouais, ben oui, puis c'est ça, tu l'as dit un peu, tu sais, il y avait une de mes questions en tête, c'était comme, c'est quoi tes stratégies? Mais je pense que tu l'as dit vraiment quand même au fur et à mesure du podcast, mais si tu veux nous en donner, c'est quoi, mettons, tes stratégies principales avec ton TDAH? Avec mon TDAH? Ben, de développer l'amour de soi, de la confiance en soi, d'apprendre à mettre des limites, à dire non, ça me convient pas, ou en ce moment, je suis pas disposée, je suis pas disponible parce qu'on est tellement empathique, on veut toujours être là, mais on a de la difficulté à dire non, regarde, en ce moment, c'est pas le bon moment. D'autres stratégies, c'est vraiment de, comme j'ai nommé tantôt, de défaire la conception que tu as du TDAH, puis de refaire une image que tu as de toi-même. Parce que sinon, c'est comme si ta conception du TDAH, c'est que moi, je suis incapable de me concentrer.
mais c'est ça que tu vas rendre vrai à chaque jour. Tu vas jamais être capable de te concentrer parce que tu verras même pas la possibilité de développer des stratégies. Ouais. Fait que sinon, essayer d'être conscient de ce que tu fais. Tu sais, des fois, avant, je pouvais barrer la porte puis partir, puis là, me dire, OK, est-ce que je l'ai barré? Tu sais, essayer d'être conscient du mouvement que tu fais, de faire plus de sport. Pour moi, changer l'alimentation, ça a été vraiment un des gros impacts. Nice. Mais c'est quoi, dans le fond, c'est-tu parce que tu prends moins de sucre? Ou, ben, je t'ai posé juste. Ou comme, y a-tu une alimentation qui, justement, t'a aidé plus? Oui. Moi, je pense que pour apprendre à composer avec mon TDAH, il fallait que je sois en accord avec mes valeurs. Puis que je me respecte en tant qu'individu. Fait que moi, ça l'a passé par le véganisme. Ouais. Je dis pas que pour apprendre à gérer ton TDAH, il faut que tu sois végane. Ce que je dis, c'est qu'il faut que tu apprennes à te connaître puis que tu sois authentique avec toi-même. Puis moi, l'authenticité, c'était de devenir végane. Ben oui. J'ai vraiment pris le temps de manger différents aliments puis de voir comment que ça me faisait sentir. Fait que je le sais que tel aliment va faire en sorte que je vais être fatiguée après. Mais je vais pas en prendre si je suis avant un examen. Ben fait que pour moi, les jus verts le matin, ça m'aide vraiment beaucoup. Des choses qui sont faciles à digérer. Fait que j'ai vraiment pris le temps de construire une alimentation en fonction de mes besoins. Fait que, puis je l'ai incorporé un peu dans ma routine avec des suppléments alimentaires. Puis ça a changé ma vie parce que quand je suis pas cette routine-là, pour vrai, je le constate. T'sais, même ma gestion des émotions est différente. Mon attention est pas pareille. Puis... Mais il y a plein de troubles qui s'aident avec l'alimentation, honnêtement. Il y a plein. Honnêtement, l'alimentation, ça joue pour beaucoup. T'sais, moi, je le sais que si je prends du sucre, je fais plus d'anxiété. J'en prends pareil parce que j'aime ça. Mais, c'est comme... l'alimentation, je pense que oui, c'est vrai que ça a un réel impact sur plusieurs choses de la vie, tu sais. Y a-tu... en fait, aurais-tu un mot comme de la fin, en fait? Aurais-tu quelque chose à ajouter ou juste pour conclure cet épisode sur le TDAH? Mais premièrement, merci de nous avoir reçus, Caillou et moi. Hey, c'est ça, la gang, j'ai oublié de vous le mentionner, mais on a un animal avec nous, un chien, Caillou. Il est tellement cute. D'ailleurs, est-ce qu'il t'aide au quotidien, Caillou? Oui et non. Moi, je pense qu'il faut pas miser vraiment sur nos animaux pour nous aider. Il faut développer nos propres stratégies. Mais c'est sûr que notre relation, c'est vraiment quelque chose de beau dans ma vie. Puis juste d'apprendre à gérer mes émotions pour pas que ça ait un impact sur lui, tu sais, c'est vraiment... Ben oui. Oh, mais c'est tellement... Il est tellement gentil, la gang. Il a pas bougé du podcast. Il faisait juste dormir. Mais... fait que le mot de la fin... moi, je dirais aux gens, tu sais, si vous êtes reconnus dans ce que j'ai dit... prenez le temps d'apprendre à vous connaître, essayez d'aller chercher l'accompagnement nécessaire, d'être indulgent avec vous-même, puis de vous laisser le temps de développer des stratégies parce que je dis souvent que le TDAH, les manifestations du TDAH, c'est un peu comme un enfant qui nous dit quelque chose qui se passe puis qu'il faut qu'on réponde à ce besoin-là. Fait qu'apprenez à vous écouter. Tu sais, si tu manques d'attention, mais prends le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Que tu aies un TDAH ou pas, tu sais, c'est pas... Essaye juste de prendre le temps de t'écouter puis d'avoir du recul par rapport à tes comportements puis d'essayer de te comprendre puis d'avoir de la bienveillance puis de l'indulgence. Puis prends le temps, c'est ça, d'aller chercher de l'aide nécessaire puis de pas avoir peur de demander de l'aide, que tu aies un TDAH ou un diagnostic ou pas. Tu sais, les gens qui viennent dans ma communauté, des fois, ils me disent « Ben là, j'ose pas venir te demander de l'aide, tu sais, j'ai pas de diagnostic, mais... » Pour moi, c'est vraiment pas grave. T'sais, si tu as des questions, ben juste le fait d'avoir le courage d'aller les demander, c'est full important. Tellement. C'est fou un beau mot de la fin. Oh, du cœur, il dort déjà. Pour vrai, merci beaucoup. Merci à toi. Genre, sincèrement, c'était vraiment un épisode incroyable. C'était super nécessaire. Je pense que ça va aider plein de gens, autant des adultes, des jeunes ados qui peut-être ont besoin de réponses. Fait que je trouve ça le fun que tu sois venue sur mon podcast aujourd'hui. Merci. La gang, j'espère que vous aurez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Sinon, nous, on va se revoir dans, dans un prochain épisode. Sinon, comme je le dis tout le temps, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. C'est le plus important. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Je vous aime.